Bon, eh ben, on va démarrer. Merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. Je vais juste faire une petite introduction avant qu'on fasse un rapide tour de table pour que chacun se présente pour introduire cette réunion. Je vais faire une toute petite introduction sur l'objet de cette réunion. Donc, il y a eu déjà beaucoup d'entre vous qui ont participé à une réunion qui avait été organisée par Magélis avant l'été avec la société Moji pour commencer à réfléchir à cette idée de data center mutualisé. Magélis a souhaité que Bocage reprenne les choses en main pour avancer sur une première étape qui serait une étude de faisabilité de ce data center mutualisé à Angoulême. On a identifié qu'il y avait une opportunité qui était de déposer un dossier CNC à l'aide aux moyens techniques du CNC qui est à une prochaine session des deadlines de dépôt de dossier le 19 septembre, d'où cette réunion un peu à l'arrache à la rentrée pour justement qu'on avance sur ce sujet. Deux objectifs à cette réunion. Un premier objectif qui est de vous présenter Cédric Lejeune, que certains connaissent sûrement déjà, qui est identifié par nous comme un excellent spécialiste de ces sujets et qui pourrait piloter cette étude de faisabilité, avec qui donc on va déposer le dossier auprès du CNC le 19 septembre. Et puis, deuxième objectif, vous écouter, poser toutes vos questions à Cédric pour que vous puissiez, dans la foulée, faire une lettre d'intérêt pour ce projet. Pour soutenir cette réunion, j'ai fait un petit PowerPoint. Donc, on va d'abord commencer par un tour de table rapide pour que chacun se présente et que Cédric puisse identifier qui vous êtes. Et puis, rapidement, après, on passera au PowerPoint et Cédric prendra rapidement le relais. Voilà. Je vous laisse faire. Je vais peut-être pointer chacun. Maïté, par exemple, je te vois en haut à gauche pour moi, donc vas-y. Allez, c'est parti. Moi, je suis Maïté, je suis responsable du studio d'Angoulême de Superprod, qui est un studio qui a aussi des studios à Paris, Milan et Luxembourg. Normalement, c'est Christophe Archambault, notre directeur technique, qui assiste à ces réunions, mais je le remplace aujourd'hui. Merci. Sébastien Albert, qui est là, parce qu'il y a peut-être d'autres Sébastien. Ouais, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis cofondateur de Loops Creative Studio avec Alexandre Breteau et aussi, directeur technique et directeur de la R&D. Voilà. Merci. David Beauvalet. Mais je suis là. Salut, David, donc Beauvalet, marketing, communication de Magélis. Merci. Il n'est pas trop techno quand même, hein, les gars. Laurent Boschetto. Oui, bonjour, Laurent Boschetto, donc je suis technicien à Blue Spirit. OK. Et Didier, dans la foulée. Dans la foulée, Didier Henry, directeur du studio Blue Spirit à Angoulême. OK, super. Tristan de Goupil. Oui, bonjour, je suis Tristan, donc je suis le fondateur de Goupil Technologies. OK, alors j'ai 12 autres personnes qui apparaissent. Alors, Anthony Tétard. Anthony, on ne t'entend pas. Non, c'est pas grave, on va passer à Bruno. Oui, enchanté. Moi, je suis DSI chez Studio Harry, à Paris et à Angoulême, du coup. On a un studio. Voilà. Super. David. David Delahaye, président de So Games et directeur de studio de Headbang Club. Super. Delphine. Bonjour, moi je suis Delphine, directrice du studio chez Samka Unique Animation. Super. Mathieu. Bonjour, je suis Mathieu, je suis un technicien à Blue Spirit. Cool. Patrick. Oui, bonjour, Patrick Ourly. Moi, je travaille à la filière énergie-climat au Crédit Agricole Charente-Périgord. Donc, on accompagne les clients sur le sujet de l'énergie et du climat. Et je devrais être rejoint bientôt par Frédéric Bayard, qui est à la filière image et son de Crédit Agricole également, Charente-Périgord. Super, merci d'être là, Patrick. Romuald. Romuald Brouillard, dirigeant de Malilart. Super. Stanislas. Carrément, Blue Spirit en force jusqu'au bout. Stanislas Mako, du coup,
directeur technique. Ok, Et je passe le bonjour de la part de Henri à Maïté. ok. Et il y a Vincent aussi qui est là. Oui, coucou, Vincent, société G4F et Native Prime. Voilà. Super, merci d'être là, Vincent. Et il y a Frédéric qui vient d'arriver, Frédéric Bayard. Frédéric, si tu veux dire 2 mots sur qui tu es. Bon, c'est pas grave, Frédéric a peut-être pas. Enfin, je le vois plus d'ailleurs. Ok. Et la bocage est aussi en force avec Sébastien Fontaine, que je te présente rapidement. Sébastien, où tu veux, où je te vois pas. Alors, tu veux dire 2 mots? Oui, bonjour à tous, mais je te laisse me présenter et présenter Ok, la team. bah, on est co-animateur de la bocage avec Seb, et Seb est plus en charge de tous les sujets plus techniques. Et Frédéric vient de nous rejoindre. Frédéric, si tu veux dire un mot. Ouais, on ne t'entend pas, Frédéric. Bon, c'est pas grave. Et il y a aussi Manon à la bocage qui s'occupe de la communication. Et il y a Guillaume qui vient de nous rejoindre. Guillaume, si tu veux dire 2 mots sur qui tu es. Bon, c'est pas grave, on n'entend pas Guillaume. Ben, on est nombreux, on est 21 et je vais lancer le PowerPoint. Hop. Alors. Pardon, hop. Excusez-moi, c'est Frédéric Bayard, Frédéric. Ah, ok, super. J'avais un petit problème de micro. Voilà. Ah, ok. Très bien, bienvenue Frédéric. C'est bon, vous voyez mon écran là? Ouais, je crois que c'est bon. Hein. Donc on va partir, c'est parti pour la réunion. Donc c'est un projet qui est porté par la bocage, comme je l'ai dit, et dans lequel Magélis et Grand Angoulême vont être impliqués, même si Crédit Agricole, et merci d'être là aussi en force, Crédit Agricole est partenaire de la bocage. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc la bocage, vous connaissez déjà, c'est une dynamique collective de transition, c'est une association qui a vocation à sensibiliser, comprendre et à agir. Et dans les actions, on avait identifié que un des moyens d'agir, c'était de mutualiser des équipements. Et donc, on est pile poil dans cette dynamique. Et je rappelle que la bocage est soutenue aujourd'hui fortement par Polymage, Magélis, Charente, le Crédit Agricole Charente-Périgord, pardon, et Grand Angoulême. Et plein de membres que vous voyez affichés ici, dernière version des membres de la bocage. Je te passe la parole, Cédric, pour que tu te présentes et que tu présentes Oli. Ah, Cédric, est-ce que tu es là? J'ai vu que tu étais là. Coupé, Cédric. Je suis pas là, pardon. Ah, là, voilà. vous m'entendez. Est-ce que tu peux dérouler la partie gauche pour... je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas affiché, mais... Oui, c'est parce que j'ai fait du... Voilà. Donc, nous, on est une boîte qui existe depuis 1 an, mais on ne sort pas tout juste de l'école. Avec mes 5 associés, on est des profils plutôt seniors, techniques, mais pas seulement, des profils orientés prod. On a un comptable que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est Youssef Safraoui, qui a son propre cabinet, avec qui on fait justement des travaux chez certains sur les aspects innovation durable, qui est voilà, c'est ce qu'on fait chez nos clients, c'est réconcilier les stratégies d'innovation et stratégies environnementales. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a une bonne connaissance des métiers. Pour mon cas personnel, ça fait 25 ans que je suis ingénieur sur le secteur audiovisuel. Je commençais par la transition du cinéma numérique pendant une bonne dizaine d'années un peu partout dans le monde, avec des boîtes comme Technicolor, Deluxe, Autodesk, et puis autant des grands laboratoires, des studios d'animation, des boîtes d'effets spéciaux. Ensuite, j'ai pris la direction technique du groupe Imagis, qui a racheté Eclair. J'ai ensuite pris la direction de l'innovation, qui a fait qu'on a développé des projets d'innovation comme Eclair Color, solution HDR pour le cinéma, qu'on a déployé essentiellement en Chine
mais aussi Eclair Games, qui était une solution pour faire du jeu vidéo en salle, et Ilucity, vous connaissez peut-être, qui est une solution de LBE qui est déployée dans quelques villes en France. Je me suis installé aux États-Unis quand je suis revenu. J'ai commencé à m'installer, donc c'était il y a 5 ans, on va dire, à m'occuper sérieusement des problématiques environnementales, parce que j'étais expert auprès du CNC, donc la Commission des industries techniques, sur les aspects environnementaux. Il y avait des gens qui proposaient des solutions et souvent je n'étais pas forcément d'accord avec les solutions qui étaient proposées. Donc j'ai dit les gens ont besoin d'aide. J'avais une forte sensibilité aux paramètres agricoles et énergétiques, puisque moi je viens du monde agricole pour le coup, et ces aspects-là me semblaient importants. Donc ça fait maintenant 5 ans que je travaille à plein temps sur cette notion justement de comprendre les aspects techniques et opérationnels de la composante environnementale, notamment tout ce qui est calcul carbone. On a développé avec ma boîte précédente le Carbon Clap. On a participé aussi aux travaux sur Carbulator, et je travaille avec les groupes européens de calculateurs carbone de production. On a aussi un partenariat scientifique avec l'Université de Breda, notamment sur les aspects, les impacts de l'IA. Et on a lancé un projet avec l'Université Polytechnique des Hauts-de-France sur la mesure des impacts des process audiovisuels. Je suis aussi accessoirement ambassadeur de Creative Machine, le collectif qui travaille sur l'IA. Donc, on essaye d'avoir une approche pragmatique sur les problématiques de notre industrie. On connaît les usages, on a tous fait de la prod. C'est pas du tout théorique. On sait travailler avec des gens qui font de la théorie et des académiques, mais on connaît la réalité du terrain. Et ce qu'on met en production, on l'emmène. On fait toujours de l'ingénierie aussi. On fait toujours je traite toujours des sujets, notamment d'optimisation de pipeline. Moi, historiquement, je suis un expert en colorimétrie. Donc, je fais toujours des configurations pour des studios. Un truc assez amusant par rapport à ce projet, c'est que j'ai lancé à l'époque, quand j'habitais encore à Lille, un projet parce qu'on avait un incubateur qui s'appelle toujours Euralille, où il y avait du réseau local en fil, tout ça. Donc, on s'était posé la question de mutualiser des ressources de calcul avec plusieurs entreprises qui, justement, réfléchissaient à mettre ensemble, justement, notamment pour tout ce qui est rendu des ressources, projet qui n'a pas abouti et que j'ai piloté pendant 18 mois. Et à Valence, je suis un des membres fondateurs de la Cartouche Verte aussi, vous connaissez peut-être. À Valence, le projet avait commencé par ça aussi, une réflexion autour de comment mettre en place des ressources partagées. Et le projet n'a pas été au bout non plus. Et j'avais travaillé aussi avec un projet à Bruxelles aussi sur la mise à disposition de ressources, mais plus en mode hôtel d'entreprise. Donc, j'ai une certaine expérience sur ce type de projet, et pour l'instant, je n'en ai pas encore vu un qui a fonctionné. Donc, ce sera avec plaisir qu'on essaiera de voir si celui-là peut y aller. Bah, j'espère, hein. J'espère que tu n'es pas oiseau de mauvais augure. Mais en tout cas, ton expérience pour nous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors, je connais un projet qui a fonctionné, par contre, c'est en Angleterre. Au début des années 2000, il y a un projet qui s'appelait Muppets, qui a ensuite essaimé et qui a donné les fondations de ce que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Sonet. C'est une boîte qui fait de l'infrastructure fibre, mais aussi toute une offre logicielle pour les studios plutôt haut de gamme. Il y a beaucoup à voir sur le système de fonctionnement des entreprises anglaises et leur sociabilité, on va dire. Donc, c'est aussi des paramètres, les paramètres de gouvernance et justement de l'humain dans ces projets-là, c'est 80%. La tech, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, déjà intéressant comme premier retour. On passe à la slide suivante. Donc, je reprends juste celle-là, Cédric, et puis je te passe la suivante. Donc, pourquoi est-ce qu'on a souhaité faire une étude de faisabilité? D'abord,
compte tenu d'un contexte favorable, qui est l'intérêt que vous avez manifesté depuis quelques années, d'après ce que me disait Frédéric tout à l'heure. Le fait qu'on ait aussi été sollicité par Range Computing, qui a pris rendez-vous avec Magelis pendant le festival d'Annecy pour dire à quel point ils trouvaient vraiment l'idée de créer un serveur mutualisé à Angoulême leur paraissait intéressante et qu'ils avaient très envie de s'impliquer dans un projet de ce type-là. Pareil, finalement, du côté de Moji, avec qui certains d'entre vous ont eu rendez-vous en juillet 2024. Moi-même, pendant le guide de l'animation éco-responsable, je sais qu'avec Ibrahim, on avait parlé de ça, Ibrahim Soui, certains d'entre vous connaissent sûrement, et il m'avait dit, mais chez vous, c'est évident, compte tenu de la proximité des studios, de la quantité de studios et des besoins des studios. Du coup, l'étude de faisabilité nous a paru importante aussi quand même, compte tenu de ce que tu disais, Cédric, sur le fait que ce n'était pas des projets faciles à finaliser finalement. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment faire une étude de faisabilité pour analyser les usages actuels et tenter de définir les usages futurs, pour établir quels étaient les services qui étaient potentiellement mutualisables et en tirer un cahier des charges qu'on adresserait aux partenaires potentiels, et puis étudier les offres des prestataires potentiels et proposer un modèle de gouvernance, un modèle économique solide. Donc l'opportunité de faire ça maintenant, elle est multiple. Bon, en dehors de l'intérêt que représente le projet, il y a aussi le potentiel de cofinancement à travers Magelis, Grand Angoulême et l'aide aux moyens techniques du CNC. Et à terme, la possibilité de déposer un dossier alternatif vers 2 et ou pôle territorial de compétitivité et peut-être autre. Tout à l'heure, avec Cédric, on a de nouveau un rendez-vous avec Grand Angoulême, qui a invité l'ADEME à notre rendez-vous parce qu'ils pensent qu'ils peuvent peut-être, à travers leur fonds de chaleur, participer à notre étude. Voilà les raisons pour lesquelles on a souhaité lancer cette étude maintenant. Je te laisse reprendre la suite, Cédric, j'ouvre le PowerPoint. Oui, alors justement, un des objectifs là-dedans, c'est d'essayer de comprendre la relation que les studios ont avec le matériel. Ça peut paraître débile, mais on a tous un rapport à la technologie qui est différent. Ce n'est pas seulement un rapport technique ou économique, c'est vraiment psychologique. C'est un peu comme il y en a qui considèrent que c'est une brosse à dents, que ça ne se prête pas. Puis après, c'est comme l'entretien, c'est comme les toilettes. Il y en a qui laissent propre derrière, il y en a qui ne laissent pas propre derrière. Donc, toutes ces choses-là, on peut avoir des discussions un peu intimes pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce qu'on ne peut pas partager, comment on utilise les choses, comment on les finance. On est une industrie du stop and go, notamment sur l'animation. C'est évidemment beaucoup moins vrai pour les studios de jeux et les écoles. Mais l'historique, pour avoir été expert auprès du CNC, pour bien connaître dans la phase, quand je fais du consulting avec nos clients, en général, il y a une infrastructure qui se met en place pour un projet, on amortit tout ce qu'on peut sur le projet, et après, le reste, c'est gratos pour le reste du temps. Donc, le fait de changer ce modèle économique, ça veut dire aussi changer l'économie et le modèle de fonctionnement de ce studio. Donc, c'est essayer de comprendre un petit peu comment toutes ces choses-là peuvent être articulées ensemble pour trouver une offre auprès des prestataires. Ma proposition, c'est de le faire en 2 étapes, c'est-à-dire déjà dégrossir un petit peu le terrain, à partir de ça, faire un appel à proposition des prestataires pour qu'ils nous disent un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en ce moment, on est dans une phase assez profonde de changements techniques, mais ces changements techniques, ils ne sont pas forcément très accessibles pour tout le monde. Beaucoup de petits studios travaillent encore avec le PC sous le bureau et on va dire un QNAP ou un Synology dans un placard, et ça marche très bien. Je veux dire, c'est pas une critique, l'approche, il n'y a rien qui n'empêche de faire de très très beaux dessins animés avec ça et de très beaux jeux vidéo. Par contre, il y a les paramètres industriels, notamment les obligations au TPN, la sécurité. Tous les studios ne savent pas ce que c'est que la sécurité. Avec le CNC,
5 ans de financement justement des projets TPN, et moi j'étais là, c'était juste avant que je ne parte de mon mandat. On a vu les premiers arriver et même les derniers arriver, on voit des trucs qui sont assez surnaturels comme dossier. Donc il y a vraiment par rapport à tous ces paramètres-là une énorme différence. Or, il faut les faire converger parce que quand j'en reviens, le modèle économique d'un serveur en bonne pratique industrielle au niveau redondance des informations, sécurisation des accès, sécurisation des données, tout ça, bah, ça coûte cher et ça ne sera jamais compétitif par rapport à le PC sous bureau avec le QNAP dans le placard. Donc, ça veut dire aussi que sur ces choses-là, il va falloir faire des choix, d'autant plus qu'il y a, comme je disais juste avant, des changements technologiques. Maintenant, on peut directement louer un serveur distant avec le Workstation as a Service. Tout ce qui est déploiement cloud, bah, c'est pareil, c'est des choses qui sont possibles, pas forcément accessibles à tous, qui peuvent avoir des intérêts notamment écologiques, mais ça demande aussi des compétences techniques, parce que l'avantage du PC sous le bureau, c'est que ça ne demande quasiment rien en compétences techniques pour le faire tourner. Si on veut être en sécurité, il y a juste à pas le brancher sur le réseau. Par contre, déployer une infrastructure cloud dans les règles de l'art, bah, ça demande une équipe sérieuse avec minimum un Bac+5 qui gère le truc pour arriver à... Enfin, Bac+5, genre certifié, des trucs comme ça, c'est pas un jugement de valeur. Hein. En tout cas, c'est tout de suite des coûts qui ne sont pas forcément naturels dans le fonctionnement de l'entreprise. Et moi, connaissant bien les entreprises du secteur, des plus petites aux plus grandes, je connais l'immense diversité des pratiques. Donc, bah, le but, c'est d'essayer de cartographier un petit peu tout ça et à partir de ça, demander aux prestataires de faire une première phase d'offre. Et puis après, c'est de faire matcher les deux, de raffinir le besoin avec pour livrable final un cahier des charges qui permettent de construire un projet où on sache d'une manière phasée dans le temps aussi, parce qu'il y a la première étape, se dire qu'on part tout de suite sur un gros truc, des choses comme ça, c'est quand même le très gros risque de faire un mammouth assez difficile à gérer. Donc, inscrire ça dans le temps, mettre en place très rapidement une logique de gouvernance qui fonctionne pour tout le monde. Ça, c'est probablement, comme je disais tout à l'heure, c'est 80% d'humains. Donc, c'est probablement le plus difficile. Évidemment, bah, la partie modèle économique, elle vient avec ça. Mais à partir du moment où on peut aligner sur une vision commune qui peut s'intégrer aussi dans les stratégies des studios, parce que les studios ne sont pas tous au même point. Enfin, les studios, les écoles, tout le monde, hein, on ne sont pas au même point, par exemple, dans leur logique d'amortissement à l'instant T. Donc, toutes ces choses-là, c'est quand même un peu de travail. Absolument. Et tu en as parlé, les 2 phases, je te laisse continuer. Oui, alors justement, la partie phase, c'est reprendre ce qui a déjà été fait et faire des entretiens. Donc, on va déterminer. J'aime bien l'aspect co-construction avec d'un côté des trucs collectifs et de l'autre côté des trucs plus one-to-one, parce qu'on ne dit pas la même chose en groupe et en privé. On peut avoir aussi choisir des niveaux de confidentialité d'information, parce qu'il y a des choses que, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire, que sur la sécurité, par exemple, on n'est pas forcément très très bon, parce que ce pas forcément des choses qui doivent sortir dans le public. Or, je passe ma vie dans des entreprises qui ont des problèmes de sécurité, donc je connais la réalité de terrain. Donc, toutes ces choses-là, on démarre sur un questionnaire, on passe des entretiens, on fait les comptes rendus, on regarde la partie, parce donc Frédéric m'a dit qu'il y avait cette opportunité d'aller travailler avec le site de la piscine. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut regarder, parce que c'est aussi un sujet qui évolue beaucoup en ce moment, notamment la baisse des coûts des systèmes de transfert de chaleur et des technologies de récupération sur les machines, parce qu'on a une vraie contrainte qui est le fait que les températures auxquelles on travaille sont basses et donc extrêmement difficiles à transporter. Enfin, c'est de toute façon un transport de calories qui n'est pas efficace, donc il faut être assez près, donc il faut y réfléchir un petit peu. Et puis après, on déroule un peu avec les acteurs, une première phase de préparation, et on se met une mi-temps où on définit ceux qui suivent pas.
parce qu'il s'y retrouve ou il s'y retrouve pas. Et puis après, on va un petit peu plus loin, justement, dans par rapport aux offres, on les dépouille. On regarde s'il faut aller un petit peu plus loin pour établir un cahier des charges qui soit plus avancé. Et puis une fois qu'on a ce retour, on fait un document de synthèse ensuite qui sert vraiment de fondation pour l'écriture du dossier final, quoi. Donc, ce qui permet à tout chacun de se positionner par rapport au projet dans des termes clairs. Pas forcément, enfin, encore une fois, la partie technique n'est pas forcément la plus. On sait que sur la partie technique, c'est vraiment facile de trouver des solutions en 2024. Ça ne l'était pas du tout. En 2015, moi, en 2012, je faisais la Workstation as a Service avec une société qui s'appelait Neo. Bon, à l'époque, on faisait du Teradici, des choses comme ça. C'était premier studio à l'avoir fait, ça devait être MPC à Toronto. C'était vraiment compliqué de travailler comme ça de manière délocalisée. Enfin, or, aujourd'hui, on peut dire qu'on a à peu près toutes les solutions disponibles. Elles ne sont pas forcément économiquement viables, en tout cas pour notre secteur. Il faut savoir que notre secteur, il est, encore une fois, du point de vue économique, la valorisation du système informatique, c'est pas la même que dans le bancaire ou dans le pharma. Mais bon, on peut trouver des équilibres. Et je pense qu'avec ça, avec ce travail-là, on peut vraiment trouver un truc sur lequel on peut aligner tout le monde. Super. Petit planning avec. Je prends le relais sur ce sujet, peut-être. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, Cédric. Donc, kick-off, l'idée, ça serait vraiment de démarrer très vite, dès la semaine prochaine, avec des premières rencontres et des premiers entretiens en visio par Cédric, pour la plupart certainement. Ensuite, une phase de questionnaire et de rencontres pour s'assurer vraiment que tous les paramètres essentiels du projet sont pris en compte par Oli. Ensuite, comme disait Cédric, donc rédaction de cette première version de cahier des charges avec partant, pas partant, et une présentation de tout cela à l'ensemble de notre petite communauté. Ça nous amènerait du coup à mi-octobre, donc pratiquement un mois d'ici. Et c'est à ce moment-là, normalement, si tout va bien, qu'on aura la réponse du CNC à notre demande d'aide aux moyens techniques. Du coup, ça nous amènera, et on ne pourra pas démarrer cette deuxième phase sans la réponse du CNC. La première phase, je vais vous l'expliquer après, sera financée à risque sans la réponse du CNC, mais la deuxième phase, il faut vraiment qu'on ait la réponse du CNC pour pouvoir la lancer. Et elle démarrait donc mi-octobre avec ce lancement de l'appel à propositions aux prestataires potentiels, et puis la revue des propositions, l'approfondissement, la finalisation de la vision de la gouvernance, du modèle économique et la rédaction d'un cahier des charges final. Et justement, le cahier des charges, il y a d'abord l'appel à propositions en fin de phase 1 et il n'y a pas de cahier des charges dans la phase 1. Oui. Ouais, il y a eu un copier-coller qui a dû sauter, je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de cahier des charges. Enfin, il y a un cahier des charges pour les prestataires, en fait, mais il n'y a pas de cahier des charges du projet. Ce ne sera pas un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est quelque chose d'assez précis. Ce ne sera pas un cahier des charges. Bonjour. Là, on parle de donc le potentiel des personnes qui seraient concernées, le potentiel des entreprises qui seraient concernées par ce projet, c'est celles qui appartiennent au bocage. C'est celles qui sont dans le Polymage Magélis. Bocage ou non, la plupart des entreprises du Polymage sont dans Bocage, donc il n'y a pas de problème. Normalement, c'est à peu près le même périmètre. Okay. Donc, on parle d'une vingtaine d'entreprises, en gros. Une trentaine. Une trentaine, c'est vraiment les entreprises et les écoles du Polymage. Et en particulier, c'est vrai que sur ce sujet du serveur mutualisé, c'est plutôt les entreprises du dessin animé que les entreprises du jeu vidéo. J'avais aussi une question, c'est Frédéric. Du coup, dans la suite de la question qui a été posée, en fait, là, on parle évidemment des sociétés du Polymage. Est-ce qu'il y a un seuil, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'il y a un seuil de taille en dessous duquel finalement ce type de projet n'est pas
n'est pas viable, ne fonctionne pas, ou est-ce que c'est pas du tout lié à ça? On peut très bien commencer, je dis n'importe quoi, à 10 et monter en volume, ou alors non, il y a quand même un seuil en dessous duquel ça ne passe pas. Autrement dit, et je poursuis là avec une deuxième question, est-ce que le polymage aujourd'hui, est-ce que ça ne concerne ce type de projet que le polymage, ou est-ce que l'étude on peut imaginer que dans l'étude, on aurait, voilà, ce besoin touche directement le polymage, mais il y a certaines sociétés industrielles qui pourraient très bien en bénéficier et devenir elles aussi utilisatrices, clientes, je sais pas. Voilà. Alors, ça aurait beaucoup de sens économiquement. C'est pas dans le périmètre de l'étude. Par contre, j'imagine qu'il va y avoir à un moment ou à un autre des gens qui vont se poser les questions en regardant le truc. Mais oui, parce que après, ça pose encore d'autres problèmes de variabilité, d'autres problèmes d'usage. Donc, ça fait soudain une étude qui prend un ordre de grandeur supérieur en termes de complexité. À le moment où il y a un service, il va être confronté à notamment des certifications de sécurité technique, c'est-à-dire que ça ne prend pas feu, les pompiers passeront, mais aussi, vu que ça fera partie des exigences de certains clients, il faudra qu'il y ait des tampons de certains trucs pour certaines offres de services. Donc, comme je disais, ça peut être modularisé, mais il ne faut pas non plus que ça soit une usine à gaz. Oui, Moji avait l'air de dire qu'eux, ils pouvaient amener des besoins venant d'autres polymages ailleurs en France, compte tenu de leur fibrage. Et je crois qu'Orange était aussi dans ce même état d'esprit. Donc, ça serait plutôt dans cette logique-là, Frédéric, pour répondre à ta question. Et sur le seuil, oui, il y a un seuil qui avait été évoqué par Moji, qui était... 1 mégawatt, voilà. ce qui représente, du coup, pour donner plus d'informations à tout le monde, l'équivalent de 2520 machines CPU. Ouais, c'est plus de 2 fois Ranch de tête. Donc, c'est assez énorme quand même. Mais après, parce qu'après, il y a d'autres paramètres aussi qui rentrent en compte. Je parlais tout à l'heure des technologies d'échange de chaleur et tout ça, tout ce qui est gestion des inductions électriques, gestion du refroidissement. Il y a plein de choses qui ne marchent pas en dessous d'une certaine taille. Et donc, du point de vue environnemental, alors ça commence à s'améliorer, on commence à avoir de plus en plus de solutions moyennes, toujours pas petites, mais moyennes, mais notamment sur les aspects froids. L'idéal, c'est quand même d'arriver à faire beaucoup de free cooling sur l'année, avec des technologies où il y a le moins possible de gaz frigo. Et ça, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple à faire sur des choses qui... on est tout de suite sur des choses d'échelle, enfin de la grosse machine thermique, quoi. Alex, vas-y. Ouais. Du coup, pour être clair sur la proposition de projet, ce ne serait pas forcément que du calcul, ça pourrait être aussi du stockage, ça pourrait être d'autres choses en fait, ou... Je pense qu'aujourd'hui, les usages, on va dire, mutualisés, ça peut répondre à plusieurs besoins. Je prends par exemple, si vous regardez les offres de Shadow, qui combinent une implane de Nextcloud pour le stockage de contenu et du Workstation as a Service. Bon, ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et puis après, il y a des usages, par exemple, même de l'implémentation de réglementation. Enfin, c'est pas vraiment de la réglementation, c'est plutôt du contractuel qu'on peut avoir avec certains clients sur la préservation de certains contenus sur 3 sites distants, des choses comme ça. Alors, c'est pas vraiment de la préservation, c'est plutôt de l'archivage.
c'est pas du terme technique, mais ça peut apporter une solution. Après, il peut y avoir des logiques de PRA aussi, un plan de reprise d'activité. Mais c'est pareil, PRA, par exemple, il y a plein de studios, ils ne savent pas ce que c'est. Avoir une solution, justement, qui permette de se dire, moi, si demain, j'ai un ransomware qui m'explose les machines ou j'ai le feu de chez moi, en une demi-journée, je suis de nouveau opérationnel. Il y a des gens pour qui c'est hyper important, il y a des gens pour qui ça n'a aucun sens. Je me demande si, pour le projet, justement, est-ce que ça ne va pas rendre la chose très, très compliquée si on commence à ajouter plein de solutions possibles pour lancer cette machine, en fait. Et peut-être que c'est l'audit qui dira ça. C'est ça le but, effectivement. Le but, c'est de trier le plus tôt possible, notamment pour arriver à, donc dans la phase 1, l'appel à proposition, à quelque chose qui soit clair pour tout le monde, autant du côté des utilisateurs que du côté des fournisseurs de services potentiels. C'est comme ça, peut-être, moi j'aime bien le côté commencer à mettre quelque chose de simple en place mais efficace et de voir après si on rajoute. Parce que après, on verra avec tout le monde, mais je pense que la partie calcul, c'est peut-être celle qui serait peut-être la plus facile à mettre en place, mais bon, faut voir ce que ça vaut. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde parce qu'il y a tout le monde, à chaque fois, on a tous des coups de bourre. D'un seul coup, il nous faut plein de calculateurs et on ne va pas s'amuser à en acheter. Ouais. Voilà, ça fait partie des réflexions, à mon avis, qui doivent sortir assez rapidement. Quels sont les trucs prioritaires? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une vraie logique à inscrire ça dans le temps. Parce que faire un énorme mammouth, ça peut faire autant peur aux financeurs que même aux participants, parce qu'en termes d'engagement, tout de suite, mettre beaucoup de ressources sur un truc qu'on ne sait pas trop si ça va aboutir, tout ça, c'est très compliqué, notamment pour les studios d'animation en ce moment. Commencer petit sur des besoins clairement identifiés, bien partagés, c'est une bonne façon d'alimenter la pompe. Et tu disais, c'est vrai que il fallait pour les calculs, serveurs de calcul, il fallait une taille moyenne maintenant pour pouvoir commencer à récupérer la chaleur de façon intéressante. Quand tu dis moyenne, tu pensais à combien ça équivaut à combien de nœuds de calcul ou de... Alors, pour faire de ce qu'on dit tout à l'heure, la partie mégawatt, là, c'est quand on est sur des choses qui sont vraiment en refroidissement à eau et tout ça, sur du data center un peu sérieux, mais on est déjà un petit peu au-dessus de ce qu'on appelle le edge computing, c'est-à-dire la solution dont on parle, c'est ce truc un peu à la mode du edge computing, c'est-à-dire d'avoir de la ressource de calcul pas très loin de chez soi qui permet d'avoir des usages basse latence. Notamment si on a de l'usage workstation et tout ça, ça sera en train de bouger très très fort parce que, comme vous le savez sûrement, on est dans une phase où le GPU prend beaucoup d'importance. Et donc, notamment au niveau de la conception des data centers, là, on est dans une phase assez folle où on commence à parler, multiplié par entre 5 et 10, les adductions d'électricité à l'armoire. Ça devient foufou. Hein. Donc, il faut modérer ça parce que, notamment, AMD et Intel font un gros travail et on peut imaginer, alors c'est aussi, il faut se passer un petit peu dans le temps, on peut imaginer que ces choses-là changent beaucoup au milieu de l'année prochaine, on va dire que le monopole de NVIDIA change au moins sur certains aspects, notamment sur les aspects IA et tout ça. Je ne suis pas tellement certain que sur les aspects calcul graphique, ça change grand-chose. Après, c'est pareil, dans les besoins, les besoins workstation sont d'une part, il y a le calcul CPU et le calcul GPU, c'est deux choses différentes aussi. C'est des contraintes qui sont différentes. Donc, et la différence de consommation, pour en revenir à ta question, la différence de consommation entre une render farm bébête avec des CPU Intel en lame et l'équivalent, on va dire, le même volume de serveurs, mais avec du GPU, c'est pas du tout la même infrastructure, c'est pas du tout les mêmes volumes. Donc, assez rapidement, il faut arriver à un sizing qui ait du sens. Et après, il y a cette notion de densité et de capacité d'extraction. C'est en train de bouger, là, notamment, mais je n'ai pas encore les données parce qu'on a tout simplement, on n'a pas encore
de retour notamment là, il y a des nouvelles baies qui permettent de travailler avec des serveurs classiques et qui ont un taux de récupération de chaleur qui fait à peu près entre 50 et 60% de ce qu'on a avec du refroidissement liquide. Donc c'est assez intéressant parce que ça n'a pas les problématiques du liquide qui sont le poids et le coût. Mais ça vient de sortir, on n'a pas encore vu tout ça. Donc ça fera partie des études qu'il faudra faire plutôt dans une phase 3 d'ailleurs. C'est qu'une fois qu'on aura avancé là-dedans, aller chercher plus précisément comment ces choses-là, avec les prestataires sur la partie service, ils peuvent trouver des solutions vraiment, vraiment efficaces. Mais aujourd'hui, quelque part entre 500 et 1000 serveurs, pour répondre vraiment à ta question, il doit y avoir une vérité où on peut faire des choses.